C'est un ancien ministre devenu candidat que tous attendent ce matin-là. On va essayer de sortir. Pardon. Monsieur Macron. S'il vous plaît, Monsieur Macron encore. Un ancien banquier qui voudrait devenir président. Bonjour monsieur. Bonjour. Vous allez bien? Très bien, oui. À moins qu'une ligne de son CV ne fasse trébucher l'homme pressé. Son passage par la banque Rothschild. Quand vos adversaires vous qualifient de candidat de la finance, qu'est-ce que ça vous inspire? Je pense que c'est triste pour eux. Ça fait 4 ans et demi que je ne suis plus banquier. Et quand je vois qu'on dit encore l'ex-banquier, etc., on peut dire l'ex-ministre, on peut dire l'ex... J'ai été fonctionnaire plus longtemps que je n'ai été banquier. C'est une question qui vous agace un peu? Non, pas du tout. C'est une question que je trouve triste pour la situation démocratique parce qu'elle est, elle renvoie aux pires années de la vie démocratique française. 2 années passées au sein de la plus grande banque d'affaires d'Europe. 2 années à gérer des fusions-acquisitions et gagner des millions. Qu'il le veuille ou non, Emmanuel Macron incarne pour ses détracteurs la connivence de la classe politique avec la finance. Pendant plusieurs semaines, nous lui avons demandé un entretien sur sa vie d'avant, celle où il conseillait les patrons du CAC 40. Des injustices qui explosent et une incompréhension face à tous ces changements. La réponse a toujours été la même. Nous pouvons le faire, nous, ici aussi, ce soir. Emmanuel Macron n'évoquera pas son passage chez Rothschild. Quelle est donc cette banque faiseuse de rois sur laquelle l'ex-ministre reste si discret ? Dans l'Eurostar qui le conduit à Londres, le grand patron David de Rothschild se souvient de son ancien employé. Talentueux. C'est-à-dire ? Très talentueux. Très talentueux, il est très intelligent, il est très agréable, il est très humain, il est chaleureux. Enfin, il a des qualités intellectuelles et humaines très grandes. Et donc, il est normal qu'aujourd'hui, on parle d'Emmanuel Macron dans les journaux et pas de David de Rothschild. Depuis 35 ans à la tête de la banque, David de Rothschild a toujours laissé les autres occuper le devant de la scène. Il a fait de la discrétion une seconde nature. Peu de photos, d'interviews. Aucune apparition télé. C'est la première fois qu'il déroge à cette règle de conduite. Je crois qu'on ne perdure pas si on perd les repères. Alors, la gloire, l'excès de médiatisation, le devant de la scène, le m'as-tu vu, et à un moment donné, ça vous détruit. Et puis, si on s'était beaucoup affiché, je ne suis pas sûr que Complément d'enquête aurait eu envie de faire quelque chose sur nous. Ah, vous pensez que c'est le secret qui suscite l'intérêt, alors ? Je pense qu'un petit peu de réserve et un peu de pudeur ne fait pas de mal. Ça attise la curiosité. Peut-être. Mais ne me faites pas dire que c'est une tactique. En tout cas, nous, tout ce mystère, ça nous a donné envie. D'abord, il y a un nom. 10 lettres qui à elles seules sonnent comme un symbole. Celui de l'argent, de la finance et du capitalisme. Rothschild. Un patronyme légendaire dont même Hollywood a fait un film. « 6 heures, tous les juifs doivent rentrer chez eux. » L'histoire, il est vrai, est trop belle. Celle de juifs du ghetto de Francfort, devenus les banquiers les plus puissants d'Europe. You are 5 brothers. I want you each to start a banking business in a different country. 5 frères, 5 flèches, blason aujourd'hui de la dynastie. 200 ans et 7 générations plus tard, les héritiers français habituellement secrets se sont laissés filmer. David, le leader incontesté de la famille, son jeune frère Édouard et leur cousin Éric ont accepté de lever le voile sur l'empire familial. Approcher les Rothschild, c'est pénétrer le Gotha. Des châteaux, des chevaux,
Des grands crus et des tableaux de maîtres. Et si la famille ne figure plus qu'au 100e rang des fortunes, elle continue d'incarner la France des nantis et de susciter jalousie ou envie. Pour beaucoup de gens, ça signifie le fric, parlons comme ça signifie le fric. Et le fric, voilà, les gens n'aiment pas beaucoup ça. Leur nom focalise une haine extraordinaire. Riches, banquiers et juifs. De tout temps, les Rothschild ont subi des persécutions et sont la cible favorite des antisémites. Au cœur des théories du complot, leur domination sur le monde et leur pouvoir fantasmé. Rothschild l'argent, c'est un pléonasme. Rothschild pouvoir, c'est un pléonasme. De tout temps, les barons ont cultivé une certaine proximité avec le monde politique. De Georges Pompidou, directeur de la banque, puis chef de l'État, à Emmanuel Macron, jeune associé gérant, les Rothschild se sont imposés comme une institution de la Ve République. On observe avec un grand sourire qu'il a certains de ses anciens collaborateurs qui sont l'un chez François Hollande et l'autre chez Nicolas Sarkozy. Là, je trouve que le mélange des genres devient... Dangereux ? Oui, dangereux. Dangereux pour la République. Est-ce que c'est Rothschild qui cultive une certaine proximité avec le pouvoir ou les gens du pouvoir qui cultivent une certaine proximité avec Rothschild ? Dans le monde des affaires, on ne leur connaît aucun ennemi. Leur réputation est impeccable. Et si les Rothschild n'étaient pas que ces gentlemen de la finance ? On voit bien qui a payé la note, et c'est certainement pas Rothschild, bien évidemment. C'est David contre Goliath. C'est ça le scénario. Les pauvres et les vieux luttant contre une dynastie de financiers légendaires. Portrait d'une famille et d'un nom au-dessus de tout soupçon. Ça va, j'ai pas dit trop de conneries, non ? Je veux dire, est-ce que j'ai dit des trucs que j'aurais pas dû dire ? Pour comprendre ce que la banque Rothschild représente aujourd'hui, il faut traverser la Manche. Se rendre à Londres, là où 500 banques se disputent la plus grande place financière européenne. Voici l'homme qui surplombe la City, à la tête de la première banque d'affaires du continent. Un siège à Paris et un autre ici, à Londres. Ici, c'est une vue amusante de la City. Pourquoi amusante ? Parce que c'est rare qu'il y ait des immeubles comme ça avec une terrasse. C'est une vue qui permet d'englober et d'avoir une atmosphère de la City. Et on voit avec les grues un peu partout à quel point la City est en effervescence et combien de gens construisent. Comment vous imaginez Rothschild dans 100 ans ? Vous savez, il y a une expression anglaise, more of the same. C'est-à-dire plus de la même chose. Encore plus de compétences, plus d'approfondissement. En tout cas, on agit comme si elle allait toujours être là et il n'y a pas de raison de penser qu'elle va disparaître. Rothschild, un nom qui ne meurt jamais. Aujourd'hui, le groupe pèse 1,5 milliard d'euros de chiffre d'affaires et emploie 2800 personnes dans 43 pays, dont les États-Unis, l'Allemagne ou la Chine. Au pays des Rothschild, on conseille les grandes fortunes, les États et les multinationales. La banque, leader dans les opérations de fusion-acquisition, a géré l'an passé pour 225 milliards d'euros de transactions. Nous sommes heureux de vous présenter notre société. The Rothschild name is associated with strong values of a family-controlled business. Dans ce film, à la gloire du groupe, on joue la carte de la réputation, de la respectabilité et de la famille. À 73 ans, David passera bientôt la main à son fils Alexandre. En attendant, le patron, c'est toujours David. Depuis 7 générations, les Rothschild se transmettent les rênes de la banque, de père en fils. Ça, c'est un peu les 5 pères fondateurs. Ce sont les portraits des 5 frères qui ont été à l'origine, en quelque sorte,
ce qu'on peut appeler un peu pompeusement la dynastie Rothschild. Celui-ci, c'est James, le père de la branche française. On est devant Karl, l'Italien, même Nathan Mayer, le grand leader de la maison anglaise, Salomon, l'Autrichien, Amschel, celui qui était en Allemagne, et je suis le descendant direct de James. Enfin, il y a quelques étapes avant, mais je suis le descendant de James. Vous le revendiquez en tout cas, ce côté historique. Tout à fait. Je ne pense pas que le côté historique suffise à réussir. Et donc simplement, on ne peut pas regarder son passé en disant je suis la 6e génération, donc merci beaucoup, faites des choses avec nous. Je ne crois pas ça une seconde. Mais je crois que la longévité, ça a une vertu. C'est finalement un argument marketing aussi. À condition de l'utiliser sans en faire trop. Et quand on connaît la légende, on se dit qu'ils auraient tort de se priver. James, l'ancêtre de David, est un demi-dieu pour la finance. Arrivé en 1812 à Paris, il place de l'argent en bourse et prête aux États. Précurseur, il finance aussi la révolution industrielle et investit dans les chemins de fer. En quelques années, il devient l'homme le plus fortuné de France. Le roi de la banque se fait construire des châteaux à la décoration fastueuse. Le style Rothschild est né. À lui seul, le grand baron incarne le capitalisme et l'opulence. Il lègue à ses descendants un empire et un nom devenu proverbial, riche comme Rothschild. Les riches, justement, c'est un peu la passion de Michel et Monique Pinson-Charlot. Depuis 20 ans, les sociologues ont passé au crible toutes les grandes fortunes. Alors ça, je vais prendre les Rothschild. Et puis, là, c'est tous les Rothschild, avec les châteaux, tous leurs châteaux. Là, c'est sur les châteaux. Enfin, chaque carton a une spécificité. Là, c'est plutôt la généalogie. Oh, je vais vous montrer. Je pourrais vous montrer la généalogie. Parce que là, c'était trop de boulot. Alors là, ça c'est toi qui avais... Il aura fallu 2 ans pour reconstituer l'arbre généalogique de l'une des plus grandes dynasties européennes. Ouais. Au départ, on ne savait pas du tout comment s'y prendre. On ne savait pas, regarde, là c'est une partie de la branche anglaise. Mais la branche anglaise, elle est là. Non, elle est là. Et puis ils sont tellement nombreux que je ne savais plus. Alors j'ai fait une espèce de petit truc là, mais ils y sont tous, hein. Oui. Un arbre à 5 branches, un casse-tête. Mais au fil du temps, les Pinson-Charlot ont mis à jour la stratégie des Rothschild pour protéger leur nom. Mayer Amschel, il a 19 petits-enfants. Sur les 19, 18 se marient, dont 14 se marient entre eux. Ça sert à quoi de se marier entre soi ? Ça soude la fortune. La fortune, elle se crée à cette génération-là, la 2e génération. Et après, ce qu'il faut, c'est la consolider. Faire en sorte que ça ne s'éparpille pas. Parce que c'est ça le gros problème. Vous faites une fortune considérable à la première génération. Et puis, si vous créez pas une dynastie familiale, c'est-à-dire si vous n'êtes pas capable d'anticiper la génération suivante et même de voir beaucoup plus loin les générations suivantes, vous ne serez jamais coopté dans le Gotha. Grâce à leur longévité, les Rothschild gagnent leur droit d'entrée dans le cercle des puissants. Depuis 2 siècles, chaque dépositaire s'efforce de protéger le trésor familial, le nom. Quand vous portez ce patronyme familial, vous avez, c'est vrai, beaucoup de droits, mais aussi des devoirs de ne pas déchoir, le devoir de ne pas abîmer, de ne pas salir. Je pense qu'on peut vraiment dire Rothschild oblige. Il y en a un pour qui le poids du nom n'a pas toujours été facile à porter. Rencontre en Normandie avec le propriétaire d'une des plus vieilles écuries de France. Édouard, c'est l'autre Rothschild, le frère de David.
Ça, vous filmez pas. C'est pas la peine de montrer... Pas la peine de... Enfin, c'est même pas des essais, c'est un cheval qui n'a pas d'expérience, quoi. Édouard n'aime pas l'échec. Les restes peut-être d'une éternelle vie de second. En 2003, il quitte la banque après 10 années, lassé d'évoluer à l'ombre du grand frère. Est-ce que quand on porte un nom comme Rothschild, on se doit de réussir en tout le temps? Oublions le nom. Je veux dire, on vit sa vie et puis voilà. Et non, je crois pas du tout qu'on doit être un perfectionniste qui réussit partout, toujours. Mais c'est pas parce qu'on appartient à une famille qu'on est nécessairement pieds et mains liés à être obligé de avoir la même vie. Chacun peut vivre sa vie. Édouard aime faire cavalier seul. Merci. Mais le rebelle a malgré tout repris l'activité qui faisait autrefois la grandeur de la famille. Non, ce qu'on peut faire, je réfléchissais. Si vous voulez, on peut aller 5 minutes au Haras. Volontiers. Voilà. Vous nous invitez? Voilà. Je peux vous montrer... Oui. J'arrive. Visite guidée des terres avec sa seigneurie. La reine d'Angleterre était venue ici en 1967 avec mes parents visiter le Haras. Le Haras de Mottry est propriété de la famille depuis 1850. Ça, c'est dans la cour principale de Mottry. Et il y a une époque très faste. Oui, je pense qu'à l'époque de mon grand-père, il devait y avoir 80 ou 100 poulinières, quelque chose comme ça. Mais bon, je pense que c'est mieux de faire small and beautiful, c'est-à-dire qualité plutôt que quantité. Ça fait bien longtemps que les Rothschild n'ont pas gagné de grandes courses. Édouard vit un peu à l'ombre de la légende. Les années 30 sont loin derrière, celles où la mythique casaque jaune et bleu remportait tous les prix. À l'époque, le cheval était l'apanage des grands industriels et des banquiers. Les grandes fortunes s'appelaient alors Schneider, Wendel ou Rothschild. Des familles qui allaient susciter une haine sociale. La France n'est pas aux Français, car elle est à 200 familles. La France n'est pas aux Français, car elle est à ceux qui la vivent. Ce film de propagande communiste dénonce la confiscation de la démocratie et des richesses par une petite oligarchie. 200 familles contrôleraient l'économie et la politique. Parmi elles, bien sûr, les Rothschild, incarnation de ce mur de l'argent. Leur nom va surtout cristalliser la haine de l'extrême droite antisémite. Riches, banquiers et juifs, autant de symboles à abattre. Ils seront les premières victimes de l'occupation allemande et du régime de Vichy. Des pages sombres de l'histoire, aujourd'hui rangées dans des cartons aux archives nationales, et mises à jour par un historien, Jean-Marc Dreyfus. Les Allemands, la première chose qu'ils font, ils ont les adresses. Ils rentrent dans Paris le 14 juin 1940. Ils savent où ils vont. Ils vont dans les hôtels particuliers de la famille Rothschild. Pourquoi ? À cause du symbole qu'a représenté la famille Rothschild. On va occuper le terrain. Par exemple, l'hôtel particulier de la rue du Faubourg Saint-Honoré est occupé pendant toute la guerre par l'aéroclub. C'est-à-dire c'est le club des officiers de la Luftwaffe. Les Allemands ne se contentent pas d'occuper les lieux, ils se livrent à un pillage systématique. Il faut déposséder les Rothschild jusqu'à la dernière petite cuillère. Mobilier, argenterie, tableaux, le butin suscite la convoitise d'Hermann Göring, numéro 2 du régime. Il pille la collection Rothschild, qui compte des œuvres majeures, telles que l'Astronome de Vermeer. Réfugiés à l'étranger, les Rothschild sont victimes de la politique antisémite de Vichy. Des mesures d'exception sont prises par le gouvernement de Pétain pour dépouiller méthodiquement la banque.
La procédure qui va être mise en œuvre est celle qui est liée à la déchéance de nationalité. Et cette déchéance est accompagnée de la confiscation au profit de l'État français des biens, de tous les biens. Donc là, on a un coin du voile qui se lève sur l'état de la fortune. On voit beaucoup de titres industriels, mais beaucoup de choses dans l'électricité, le charbonnage. La valeur de la banque, des dizaines de milliers de titres, le fruit d'un siècle d'investissement que Vichy liquidera en quelques mois. Quand ils reviennent, ils n'ont plus rien. Tout a été pris. Et ces énormes paquets de titres qui ont été vendus à divers particuliers ou rachetés par l'État ou par des municipalités, eh bien, ils ne les récupèrent pas. Après-guerre, l'État français les indemnisera à hauteur de 10%. Ils retrouveront aussi les biens volés par les Allemands. Mais de cette épreuve, ils retiendront que leur patronyme peut faire d'eux une cible. 70 ans plus tard, leur nom nourrit toujours les mêmes obsessions. À en croire Internet, la banque Rothschild tire toutes les ficelles, commande l'économie mondiale, manipule les gouvernements, est responsable des conflits, de la misère du monde, du 11 septembre et même de la disparition du vol de la Malaysian Airlines. Rien ne leur est épargné, pas même des liens de parenté avec Hitler. Des thèses relayées par l'ultra-droite qui se donne rendez-vous chaque année à Chiré-en-Montreuil dans la Vienne pour les journées Schuan. Une joyeuse garden party à laquelle nous nous sommes invités en caméra cachée. Merci. Bonjour monsieur. Les personnes, que ce soit par la pensée ou par l'agir, Catholiques traditionnalistes, militants de la fachosphère, il faut le rappeler énergiquement dans ces temps d'anarchie sociale et intellectuelle, ou nostalgiques du pétainisme, ils partagent la vision complotiste d'une banque Rothschild omnipotente. Et le lobby juif, à partir de la banque Rothschild de Londres, c'est extrêmement... Ah ouais. C'est extrêmement... Depuis Londres. Depuis Londres, oui. La banque Morgan, c'est une création des Rothschild. Goldman Sachs, c'est une création des Rothschild à l'origine. Ah ouais. Voilà. Tout ça travaille en réseau. 68 banques centrales nationales appartiennent aux Rothschild. Donc l'ancienne banque centrale française, qui est maintenant la banque centrale européenne, appartient aux Rothschild. La banque centrale américaine appartient aux Rothschild. La Libye, ça appartient à eux aussi maintenant. La Libye aussi? Oui, ah ouais. Mais vous savez... faire la guerre en Libye. Ah ouais. Si ces thèses paranoïaques semblent marginales, l'antisémitisme, lui, reste d'actualité. Au revoir. Avec les années, les Rothschild ont appris à rester vigilants et à se souvenir. Bonjour, Rémi, ça va? Shana Tova. Salut, vous allez bien? Shana Tova. Quelle belle casquette, là. Eric est le troisième Rothschild de notre histoire, le cousin de David et Édouard. Depuis 2005, il préside le mémorial de la Shoah, qui célèbre ce jour-là la Haskara, une cérémonie en l'honneur des morts dans les camps, parmi lesquels un membre de sa famille. Entretenir la mémoire est un devoir pour le Rothschild le plus investi dans la communauté juive. Le mémorial, depuis quelques années, depuis 10 ans, est devenu un centre d'éducation et de formation de toute la jeunesse sur la tolérance, les dangers du racisme, de l'antisémitisme et à quoi ça mène, dans le fond. L'office religieux a des accents républicains. Juifs et Français. Persécutés pour leur nom, les Rothschild sont restés très attachés à la nation. Aujourd'hui, la famille préfère ignorer la haine et les fantasmes antisémites qu'elle continue de susciter. Quand je vais sur Internet et que je tape Rothschild, vous savez ce qu'on trouve? Je sais. Et ça, qu'est-ce que ça vous évoque, ça? Qu'est-ce que ça vous inspire?
Je ne sais pas. Moi, j'ai peut-être, je suis un canard. L'eau s'écoule sur moi quand il y a des choses mauvaises. Quand il y a des bonnes choses, je les écoute. Je dirais que ça m'attriste plutôt qu'autre chose. Ça vous attriste, mais ça ne vous inquiète pas? Le monde est totalement inquiétant en ce moment. Le monde est incroyablement inquiétant. Il est inquiétant pour tout le monde, pas seulement pour les Rothschild. Après la Seconde Guerre mondiale et les épreuves, les Rothschild vont renaître une nouvelle fois. Dans les années 60, Guy de Rothschild, le père de David et Édouard, et son épouse Marie-Hélène vont écrire les pages les plus glamour de la saga familiale. Ils donnent des réceptions extravagantes, comme cette fête surréaliste, l'événement mondain de 1972. Audrey Hepburn dans une cage à oiseaux, un tableau vivant de Magritte, ou une tête de cerf pour la baronne de Rothschild. Dans leur propriété, les banquiers ressuscitent la gloire passée. Le Gotha du monde entier se presse dans leur salon. On y croise Grace Kelly, Elizabeth Taylor, Jane Birkin, Yves Saint-Laurent ou Salvador Dali. Voilà les ennuyeux banquiers, devenus les nouveaux rois de la bonne société. Un petit cercle d'initiés auquel appartenait cette intime de Marie-Hélène. Elle se souvient d'une époque nimbée de féerie, un temps où il faisait bon être héritier et dépenser sans compter. Marie-Hélène, ce n'est pas avoir de l'argent, se cacher, raser les murs et vivre plié sur soi. C'était pas ça. Marie-Hélène, c'était le goût du faste, mais dans ce qu'il avait de merveilleux, enfin, de princier. Il y avait toujours, évidemment, les mets les plus fins, les musiques les plus exquises et les gens les plus raffinés. Mais comment était vécue et perçue leur richesse? Oh, ça, c'est toujours perçu de la même manière. C'est-à-dire que les gens confondent la richesse et la grande civilisation. Marie-Hélène et Guy, c'était la grande civilisation. C'était le grand goût. C'était pas l'argent pour l'argent, ostentatoire et imbécile. Non, c'était le contraire du nouveau riche, quoi. Ça, c'est certain. L'argent aurait-il moins d'odeur quand on s'appelle Rothschild? Guy n'ignorait pourtant pas ce que suscite une trop grande richesse. Les gens qui ont de l'argent inspirent une certaine méfiance et éventuellement une certaine hostilité, une certaine jalousie. D'où ce précepte très simple de ma mère, si on a plus que les autres, il faut se le faire pardonner, ça répond bien. Comment réussissez-vous à vous faire pardonner? Je crois qu'en étant gentil, souriant, humain et direct. Des Rothschild gentils et généreux. C'est le souvenir ému que conserve Étienne de Montpezat. Viens là, mon chien. Viens là. Il a 25 ans lorsqu'il fait leur connaissance. Il restera l'intime de la famille jusqu'à la mort de Marie-Hélène en 1996. Mais là, c'est une photo de Guy que David m'a envoyée à sa mort. Vraiment, je les ai considérés comme ma deuxième famille. Pendant 30 ans, à leur côté, Étienne mène la grande vie, celle de la jet-set. Mais il n'est pas le seul à avoir profité des largesses de la famille. Comme à Versailles, les Rothschild ont leurs courtisans. Ça, c'est Balladur, donc. Voilà, Claude Pompidou, oui. Et Bernadette Chirac, c'est amusant. Jacques Chirac, tiens, voilà. À mon avis, c'était avant qu'il soit Premier ministre, c'était ministre de l'Agriculture ou quelque chose comme ça. Je me souviens la première fois qu'il est venu, il était à l'époque ministre de l'Intérieur de Pompidou. Donc assez c'était Jacques Chirac un peu gauchiste à l'époque. Hein. Mais il venait à Ferrières, il était fasciné. Bon, ça c'était évident que tous ces politiques de tous les bords, ils étaient impressionnés par le nom, le faste, et ils oubliaient toute leur
a priori. Et on a beau avoir une réticence, par exemple, de gauche, je pense qu'une invitation, personne ne résistait au niveau politique. Les Rothschild cultivent leur proximité avec le pouvoir. Surtout à droite, ils sont les intimes du président Pompidou, qui a été leur employé. Un mélange des genres qui fait la joie des caricaturistes et qui va jouer des tours à la famille. L'homme d'affaires Pierre Berger était un des proches de Marie-Hélène. La victoire de la gauche en 1981 va sonner la fin d'un monde, ainsi que celle d'une amitié. Nous nous sommes brouillés, elle et moi. Nous sommes brouillés parce que j'ai choisi d'aider et de soutenir François Mitterrand. Ce qu'elle n'a pas supporté, et moi je n'ai pas non plus supporté qu'on me donne des leçons. Mais elle avait des grandes prétentions politiques. Elle avait écrit à Jacques Chirac pour qu'il prenne telle décision, à Édouard Balladur pour qu'il prenne telle autre. Enfin bon. Alors justement, en 1981, ça a été un choc pour eux. Mais oui, les Rothschild, l'arrivée de Mitterrand, pour eux, ils ont parlé comme s'il allait leur voler les petites cuillères. Non, mais c'est vrai, Marie-Hélène en parlait comme ça. Et Marie-Hélène a beaucoup poussé Guy à prendre des distances, et quand la banque a été nationalisée, à partir. Et il est allé s'installer à New York. Les Françaises et les Français ont choisi le changement que je leur proposais. Mai 1981, la gauche a gagné. Sus au grand capital. Les Rothschild avaient raison d'avoir peur. Leur nom figure parmi les 36 établissements bancaires nationalisés. La banque doit quitter le siège. C'en est fini de la maison Rothschild. Édouard se souvient alors de son père Guy, entre stupeur et effondrement. C'est une blessure dans son cœur, dans son travail, dans son affect, dans des bureaux et des locaux auxquels il était très attaché. Il avait le sentiment qu'une maison de banque à laquelle il avait consacré une bonne partie de sa vie, y compris pendant la Deuxième Guerre mondiale et ainsi de suite, lui était confisquée, était enlevée des mains de la famille. Le patriarche publie dans Le Monde son J'accuse. Les fachos voulaient sa peau, les socialo-communistes ont fini le travail. Le parallèle historique fait grincer des dents, mais aujourd'hui encore, la famille se pense victime de la lutte des classes. On est bon ? On est bon. Okay. Dans la mesure où, dans une logique de gauche un peu poussée à l'extrême, Rothschild est un symbole. À vous de voir comment vous voulez qualifier ce symbole. Non, c'est vous, dites-moi, symbole de quoi ? Voilà, c'est un symbole, disons, c'est un symbole d'argent pour nos ennemis. Donc, c'était difficile à un moment donné où on nationalisait tout, de ne pas nous nationaliser. Et d'ailleurs, pour vous dire le fond de ma pensée, je comprends la logique, puisque c'était ça la politique de l'époque. Je dis juste qu'avec le recul, c'est assez dérisoire. De la nationalisation à la résurrection. 35 ans après, les Rothschild ont pris leur revanche sur ce coup du sort. Peut-être pas si injuste que ça. En 1981, Jean-Pierre Levade était directeur adjoint du cabinet du Premier ministre. Chargé de procéder aux nationalisations, il a eu accès à tous les comptes de l'époque. Selon lui, la banque Rothschild n'avait plus de prestigieux que son nom. Elle avait un très beau siège rue Charles Lafitte. Il y avait une magnifique galerie des portraits de tous les ancêtres. C'était très bien, très chic, mais ça n'était pas géré de manière très professionnelle. Financièrement, la nationalisation était une bénédiction pour la famille. Alors, est-ce que vous vous souvenez du montant des indemnisations Je pense que c'est de l'ordre de 500 millions de francs, si je me souviens bien. Et elle ne valait plus que zéro, hein. Elle valait rien, en fait. Un chèque de 500 millions de francs et un nom. En 1982, il ne leur reste rien. Ou presque. Château Lafite, leur grand cru.
Ça, les Rouges ne l'auront pas. Ils en sont propriétaires depuis James en 1868. Et depuis 40 ans, Éric le cousin a été désigné pour être aux commandes. Ah, Greta Garbo, ça vous amuse, Greta Garbo? Ça nous amuse. J'adorais Greta Garbo. J'étais fou amoureux de Greta Garbo. En plus, c'était une allumeuse. Elle vous a dragué, Greta Garbo? Elle m'a dragué. Mais la reine d'Angleterre, il faudrait que je la retrouve. Star d'Hollywood au monarque, venir à Château Lafite Rothschild, c'est goûter un nectar qui vaut de l'or. Ces quelques grappes sont parmi les plus chères au monde. Depuis 1855, le vin des Rothschild appartient à une petite caste, celle des 5 premiers crus classés de Bordeaux. Salut, vous allez bien? Vous allez bien? Ça va, pas trop froid. 100 hectares de vignes produisent chaque année 220 000 bouteilles, les plus prisées du marché. Depuis qu'il dirige le domaine, le baron a fait de son vin un produit de luxe. Là, c'est l'antre du château. Et c'est là où il y a où on stocke ce qu'on appelle les vins non commerciaux, qu'on vend uniquement avec mon autorisation. Dans la poche du baron, les clés du coffre. En guise de magot, des milliers de magnums accumulés pendant plus d'un siècle. Sous la poussière, le fantasme absolu de l'amateur de vin. Voilà, celui-là, c'était en 1975, des magnums de 75. Le rêve aussi de n'importe quel banquier. 1956. Car chaque bouteille qui dort ici est le meilleur des placements financiers. Leur valeur augmente chaque année. Une bouteille de Château Lafite, qu'est-ce que ça vaut aujourd'hui? Un double magnum de 59, ça doit valoir peut-être entre 6 et 8 000, ou s'il y a deux personnes qui sont nées en 59, qui la veulent pour leur anniversaire dans quelques semaines, et à ce moment-là, ça peut grimper. Ça peut grimper. The sky's the limit. Après vérification, le prix serait plutôt de 14 000 €. Vous trouvez ça cher? Vous n'avez rien vu. On va prendre le 806. Celui-là est très... hop là. Et on va regarder. Ah oui, regardez sa couleur. Comptez 100 000 € la bouteille. Ces vins appartiennent à la collection privée de la famille. Mais Éric n'est pas que le conservateur d'un joli musée. Il est celui qui aura relancé le domaine et multiplié son chiffre d'affaires par 20. On peut dire que ce vin, aujourd'hui, rend la famille plus riche. Oui, c'est vrai que c'est un très bon et sympathique et important revenu, il n'y a aucun doute. Le bénéfice est sympathique, ce qui fait que les cousins m'aiment bien. Les cousins, David et Édouard, peuvent être satisfaits. Le premier cru rapportera encore 60 millions € cette année. Ce qu'Éric a accompli avec le vin, David l'a réalisé avec la banque. Après le choc de la nationalisation, il se lance à la reconquête du nom. À 40 ans, l'héritier devient bâtisseur. Je pensais que je devais, au fond, à l'histoire de ma famille, c'est un peu grandiloquent ce que je vous dis, de pouvoir reconstruire quelque chose si c'était possible. Est-ce qu'il y avait un petit côté revanche? Oui, et puis on a mené un combat, d'abord pour avoir le droit de récupérer la licence bancaire, puis ensuite pour récupérer le nom. Et c'est un combat qui, quelquefois, comportait des moments douloureux, mais que j'ai aimé. Parce qu'in fine, que nous avons fait le parcours que vous connaissez. Ce que David le Conquérant ne dit pas, c'est que les amitiés de papa l'ont bien aidé. En 86, la droite remporte les législatives et privatise. Succès de la privatisation de Paribas, environ 3 millions de Français se seraient portés acquéreurs.
Édouard Balladur, l'intime de la famille, est ministre de l'économie. Pour cette privatisation symbolique, il nomme Rothschild banquier conseil de l'État. Un cadeau d'amis qui les remet en selle, le contexte économique fera le reste. Dans les années 90, le banquier d'affaires est au cœur de la refondation du capitalisme. Fusion-acquisition, privatisation, OPA. Plus ça brasse, plus les capitaines d'industrie ont besoin de leurs nouveaux amis. Le banquier conseille, négocie, appelle Bercy. On ne peut plus se passer de lui. La première de ses qualités, un carnet d'adresses bien fourni. Et questions relationnelles, Rothschild excelle. Car David va chercher ses recrues dans les couloirs des ministères. Ancien conseiller de Pierre Bérégovoy, Jean-Charles Naouri. Ancienne plume de Laurent Fabius, Lionel Zinsou. Nicolas Bazire, ancien inspecteur des finances, éminence grise d'Édouard Balladur et ami intime de Nicolas Sarkozy. François Pérolle, directeur de cabinet de Nicolas Sarkozy à Bercy. Et Emmanuel Macron, lui aussi inspecteur des finances, aujourd'hui candidat à l'élection présidentielle. Une dernière recrue, cooptée par celui qui, dans ce petit milieu, fait figure d'entremetteur. Alain Minc murmure à l'oreille des grands patrons et des politiques. Ami de David de Rothschild, il a souvent joué le rôle de DRH officieux pour la banque. Macron, c'est vous qui avez conseillé à David de Rothschild de le rencontrer? Non, il l'avait rencontré, mais je lui ai dit, il faut le prendre à tout prix. Mais pourquoi il faut le prendre à tout prix? Parce qu'il était exceptionnellement charmant et intelligent. Et que ce sont les qualités d'un banquier d'affaires. Un banquier d'affaires doit être intelligent, souple, rapide, et s'il peut être en plus charmant, parce que c'est quand même un métier de pute, évidemment, c'est une qualité, et il les avait toutes, et il a merveilleusement réussi. Le parcours d'Emmanuel Macron est fidèle à une vieille tradition française qui autorise un haut fonctionnaire à quitter l'administration pour céder aux sirènes du privé et à ses salaires attrayants. On appelle ça le pantouflage. Dans le système bien rodé de la pantoufle, le haut fonctionnaire ne démissionne pas, il est détaché. Son passage chez Goldman Sachs, par exemple, ou bien Lazare, ou encore Rothschild, devient même le signe d'une carrière réussie, un must. Et rien ne lui interdit de revenir ensuite aux plus hautes fonctions de l'État, les poches pleines. Une pratique répandue qui fait naître le soupçon du conflit d'intérêts. C'est rien d'autre qu'une forme dévoyée du lobbyisme. On embauche un haut commis de l'État qui a servi l'intérêt de la nation. L'entrisme est direct. On sait très bien que dans un second temps, ce haut fonctionnaire nous servira toujours et servira toujours nos intérêts. Donc c'est Rothschild un jour, Rothschild toujours? Non, mais quand on a touché 2 millions d'euros, on est quand même redevable. Quand on a travaillé un certain nombre d'années, même si c'est une année à temps plein ou 2 années, qu'on a servi un employeur, on lui est peut-être redevable. Grâce à ces recrutements, Rothschild devient un lieu de pouvoir et d'influence. Certains surnomment même la banque Bercy bis. Dans les années 90, Paris Match ne s'y trompe pas et titre sur ces Richelieu de la finance, devenus les vrais maîtres du monde. Pardonnez-moi, madame, mais c'est une boutade, les maîtres du monde. Parce que si en 92 on était les maîtres du monde, alors vous allez me dire aujourd'hui, vous êtes quoi? Les maîtres de la planète. Bon, Il y a de l'orgueil chez celui qui est au sommet de sa puissance et pense avoir commis un parcours sans faute. Est-ce que vous avez connu des échecs? Oh, est-ce qu'il y a eu un événement, si vous voulez, marquant, qui nous a fait beaucoup reculer ou qui a fait l'objet d'une espèce de critique médiatique majeure? J'ai rien qui me vient à l'esprit à l'instant.
Alors j'en ai un justement en tête. France Télécom. C'est quand même l'histoire d'une entreprise publique qui est passée à côté de la ruine. Écoutez, je pense qu'il est... Je accepte tout à fait votre question. Je pense que l'attribuer de façon un peu réductrice à Rothschild est tout à fait excessif. Tout ça est très vieux. C'était il y a 20 ans à peine. L'une des plus grosses catastrophes de l'histoire économique française. Nous sommes en pleine bulle Internet. France Télécom, devenue aujourd'hui Orange, se lance dans des opérations de rachat sans précédent. Octobre 97, une introduction en bourse théâtrale transforme l'entreprise d'État en multinationale. Sous la direction de Michel Bon, l'opérateur français est gagné par la fièvre acheteuse. C'est un très gros chèque que France Télécom a dû signer aujourd'hui à Londres pour acquérir Orange, le champion britannique du téléphone mobile. Conseillé par la banque Rothschild, France Télécom s'offre le monde. On a fait le calcul des emplettes. Orange et sa licence UMTS pour près de 50 milliards d'euros. Mobilcom, un opérateur allemand, pour 3,7 milliards. Un polonais pour 3,4. En moins de 2 ans, l'addition s'élève à près de 80 milliards. À chaque opération, la banque touche une commission. Le montant reste secret, mais dans les milieux financiers, elle représente 1 à 5% de la transaction. Des sommes colossales. Ancien syndicaliste chez Sud et membre du conseil d'administration de France Télécom, Alain Baron et Michel Brisson ont assisté en l'espace de 3 ans au naufrage de leur entreprise. Je te rappelle, il y avait un bandeau lumineux, le corps de l'action défilait en permanence. Et puis quand ça commence à dégringoler, un jour ils l'ont enlevé parce que c'était trop dur d'avoir la dégringolade en face. France Télécom était à l'époque l'entreprise la plus endettée au monde. Ah ouais, le French Cancan. Ouais. Dès le début de la vague d'acquisition, les 2 syndicalistes ont dénoncé la folie des grandeurs. Qu'est-ce qu'il fallait pas faire? Des sociétés comme Rothschild, sur quoi elles font leur business? Elles font leur business sur les opérations de fusion-acquisition, sur les opérations d'introduction en bourse, sur les placements d'emprunts, etc., etc. Donc, comme c'est là-dessus qu'ils font leur beurre, ils n'ont strictement aucun intérêt à freiner le mouvement. Après, si c'était du n'importe quoi et que tout se casse la gueule, qu'est-ce qui en paye le prix? C'est pas Rothschild. Est-ce que Rothschild a fait faillite après? Vous avez entendu dire ça? Bon, ils ont continué. Le prix à payer pour France Télécom sera élevé. Après les années folles, les années noires. 70 000 emplois supprimés et un plan d'économie sans précédent. Les gens n'avaient qu'une seule envie, c'était de partir. Et ceux qui n'arrivaient pas à fuir, certains se suicidaient, quoi. En disant, voilà, je ne supporte plus mes conditions de travail, ça fait 25 ans que je travaillais comme ci, comme ça, là, un coup, on m'envoie là, après on me change de service, on m'envoie à 100 km de chez moi, il faut que je revienne, etc., je perds mes repères, on me dit que ce que je fais, c'est nul. Il y a des messages tout à fait poignants, moi, qui me mettent les larmes aux yeux, de gens qui sont suicidés en laissant des messages comme ça, en disant, voilà pourquoi je me suicide. C'est un truc qui est vraiment intolérable. Dans cette gabegie, la banque figure parmi les responsables. Mais personne n'a envie de se fâcher avec Rothschild. Ni l'État, ni le marché ne lui en tiennent vraiment rigueur. Une entreprise comme France Télécom, quand elle se retrouve avec 70 milliards de dettes, il y a des coupes franches, il y a des licenciements. Vous, c'est quoi votre risque? Prenez le risque d'être assigné en justice. Vous prenez le risque de ruiner votre réputation. C'est pas de tout repos. Après France Télécom, vous avez connu un creux de la vague ou... Écoutez, je sais que c'est un sujet qui vous taraude, mais je vous ai tout dit. Je vous rassure, nous ne sommes pas dans l'impunité. Rien ne saurait-il donc entacher le renom de la maison Rothschild ? Et si la menace venait du sud de l'Espagne? Et si une bande de papis anglais installés en Andalousie pouvait faire trembler l'institution vieille de 200 ans?
Il y a 15 ans, les Hayes décident de passer leur retraite ici, à El Chorro, à 1 heure de Malaga. Pourquoi vous avez décidé de vivre ici? Regardez autour de vous. C'est vraiment incroyable. Ils achètent alors la maison de leurs rêves, cash, avec les économies d'une vie, et se préparent à couler des jours heureux. Et si vous deviez perdre tout ça? Oh, je ne sais pas. Je ne sais pas. J'ai peur de penser à ce qui arriverait. Si on perd ça, la maison, on n'aura plus rien. Plus rien du tout. Ken et Chris risquent bien de tout perdre. Le drame se noue il y a 10 ans, lorsque les Hayes se laissent séduire par un produit financier Rothschild alléchant d'optimisation fiscale. On avait vu une publicité dans un journal anglais, ici en Espagne. Les droits de succession en Espagne sont colossaux. C'était présenté comme un produit légal pour réduire ses droits de succession. Le vendeur, qui est venu ensuite, nous a expliqué que c'était un produit financier Rothschild, que tout le monde signait ça en ce moment. C'était pas supposé être risqué? Non, pas du tout. C'était en béton. En béton. Ils signent un montage complexe, un prêt hypothécaire sur leurs biens. La banque accorde un prêt à hauteur de la valeur de la maison. Ce prêt est placé sur un fonds qui doit rapporter 3% par an, de quoi rembourser les intérêts du prêt. Le montage permet également d'échapper aux droits de succession puisque la maison est gagée. Mais dès le début, les fonds perdent de l'argent, les intérêts s'accumulent, la dette des Hayes à l'égard des Rothschild aussi. 10 ans plus tard, ils doivent 400 000 € à la banque. Ça nous a été vendu comme un montage financier Rothschild. On s'est dit, ok, c'est une grosse société, très grosse société même. Je n'irais pas jusqu'à dire qu'on se sentait fiers, mais on était heureux de faire affaire avec eux. On se sentait en sécurité. Oui, exactement, on se sentait en sécurité. Mais tout ça, c'était des mensonges. Littéralement, des conneries. S'ils ne paient pas, la maison de Ken et Chris pourra être saisie par Rothschild. Leur cas n'est pas un cas isolé. À travers l'Espagne, des centaines d'autres Anglais sont concernés. Beaucoup ont porté plainte pour tromperie. À Marbella, ils sont représentés par Antonio Flores, le matador des banques. Pour lui, Rothschild est coupable d'avoir vendu un produit financier illégal. Dans le scénario, le rêve, c'est la maison. Le cauchemar, ce sont les droits de succession. Et eux, bien sûr, ils ont l'antidote pour résoudre le problème. On a écrit au service des impôts et on leur a demandé « Est-ce que c'est légal ou pas ?» Au bout de 4 semaines, ils nous ont répondu que c'était illégal et que si les gens utilisaient ce montage pour échapper à l'impôt, ils commettaient une fraude fiscale. Une banque a vendu quelque chose d'illégal ? C'est de la négligence coupable. Ils ne se sont même pas posé la question. C'est irresponsable de la part de David de Rothschild. Quand il dit « les gens ont signé, tant pis pour eux », les banques qui parlent d'éthique, mais elle est où là ? La justice portera-t-elle l'estocade au groupe financier international ? 2 procédures sont en cours, une au civil, l'autre au pénal. Mais rien ne semble ébranler les certitudes des argentiers. Le problème, c'est qu'il y a tellement d'arrogance quand vous parlez avec eux. Il n'y a pas une once de remords, ni même le début de la reconnaissance d'une erreur. L'affaire est au tribunal de Malaga depuis 3 ans. Sur les marches du palais, nous croisons les avocats espagnols de Rothschild. C'est pour la télévision française. On fait un documentaire sur Rothschild. Vous voulez bien répondre à mes questions ? Non, merci. La banque se dit innocente et met en cause les intermédiaires chargés de vendre les produits financiers.
Des agents comme Adrian Church, un vétéran du conseil financier sur la Costa del Sol. Depuis 25 ans, il sillonne la région et vend des placements aux exilés du soleil. Vous voyez, il y a beaucoup de personnes âgées ici. Il fait partie de ceux qui ont commercialisé en 2006 et 2007 le produit Rothschild. Et il refuse de porter le chapeau. Ils disent qu'ils ont simplement prêté l'argent. C'est vrai, mais ce n'est pas toute la vérité. Car ils choisissaient aussi où l'argent devait être investi. Tous les fonds d'investissement devaient être approuvés par Rothschild. La banque prétend n'avoir eu aucune relation avec les courtiers responsables des ventes. Selon Adrian, c'est faux. C'est ici que des responsables de Rothschild formaient les vendeurs. Derrière cette porte, là-bas, c'est là qu'avaient lieu les séances de formation avec projecteurs, tableaux, tout ça. Rothschild donnait même des éléments de langage et des arguments de vente aux courtiers. Ils nous fournissaient pas mal de documentation. Ça donnait tous les détails formidables à propos de Rothschild. L'histoire, la crédibilité, la fiabilité, la capacité à inspirer la confiance. Les clients ne seront pas exposés à des risques inconsidérés du fait de la politique prudente de la maison. Qu'est-ce que ça veut dire? Ils faisaient du commerce sur leur joli nom. Mais joli nom jusqu'à quand? Vous ne pouvez pas me dire que c'est pas Rothschild qui le fait. Je suis désolée. C'est bien Rothschild qui vend un produit. Oui, mais bien sûr, il vend un produit. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est... Il est bien spécifié. Non, mais je ne vais pas lire pendant que vous me filmez ou que vous regardez ça. Non, mais c'est juste une question d'être précis dans les... Mais non, mais je suis précis. Mais... C'est un produit Rothschild. Non, mais d'accord. Non, mais... Pour payer moins d'impôts de succession. Ce n'est pas des intermédiaires financiers. Oh, ben, ça, écoutez, je pense que d'aller inventer... Enfin, ça ne pouvait pas se faire sans la participation d'un certain nombre de gens en Espagne qui considéraient que c'était une bonne idée. Contracter une hypothèque pour échapper à la fiscalité, c'est pas légal, ça. Écoutez, je serais très étonné que quelque chose d'illégal ait été fait. Je n'ai jamais entendu la moindre critique faite sur la légalité du produit. Bon, donc si c'était très grave, si la maison s'était très mal comportée, si les justices s'étaient tout alliées pour mettre Rothschild à bas, on le saurait. Je crois. C'est qu'il en faudrait plus pour faire trembler l'institution familiale. Je constate que je ne suis pas encore en tôle. Les Rothschild, un nom qui aura traversé 2 siècles, 4 guerres, 3 nationalisations. Un nom qui aura connu la puissance, la déchéance, la renaissance, sans jamais disparaître.